Alors bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Sophie Énergie. Aujourd'hui, j'ai une invitée à vous présenter, Tiffaine, alias Palmo Chanty, qui est à l'heure actuelle professeure de yoga, mais elle va se présenter bien mieux que ce que moi je pourrais la présenter. Alors est-ce que du coup tu pourrais te présenter simplement qui tu es, ce que tu fais, où tu vis, et après on va dérouler sur autre chose. Oui, donc du coup, je m'appelle Tiffaine, alias Palmo Chanty, effectivement. Je suis à l'heure actuelle professeure de yoga, même si l'étiquette professeur de yoga regroupe tout un tas de trucs et je ne sais pas si je suis professeur de yoga comme on l'entend uniquement. Enfin, je ne sais pas trop quoi mettre derrière ce terme encore. Et j'exerce à Niort, dans les Deux-Sèvres, voilà, donc pas très loin de La Rochelle pour situer à peu près. Voilà. Ok, super. Ben, quand j'ai rencontré Tiffen, c'était à Toulouse. Et tu avais un autre métier, même si moi je t'ai rencontré avec le Reiki et tu faisais déjà du yoga. Alors qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi tu étais allée là-dedans et comment tu as emmené ce changement en douceur vers ce que tu fais maintenant? Alors, en fait, à la base, j'ai fait des études de gestion d'entreprise et de communication, sauf que j'ai quasiment jamais fait de com de ma vie, ou très très peu. J'ai été vraiment un couteau suisse qui a 100% suivi les trucs de la vie. Donc, voilà, je pouvais recevoir une proposition et pof, c'était banco. Donc, du coup, j'ai pas vraiment fait beaucoup de communication dans le sens, on va dire, académique du terme. Mais j'ai fait tout un tas de trucs. Ça m'a amené à voyager. Donc, j'ai habité 3 ans en Norvège, j'ai habité 6 mois au Népal. Et puis, bim bam boum, je me suis retrouvée à Toulouse parce que j'ai fait une formation de prof de yoga. Et en sortant de cette formation de prof de yoga, où je voulais pas faire prof d'ailleurs, c'était juste pour faire un bilan de ma vie. Et puis, en fait, j'aimais pratiquer le yoga, j'en pratiquais depuis longtemps. Et je me disais, je me sens tellement bien après un cours, et si je faisais une formation pour voir ce que ça amène. Voilà, c'était juste ça le truc. À l'époque, j'étais pas du tout dans le yoga plus que ça. Enfin, j'étais plutôt dans la méditation, dans le bouddhisme tibétain à l'époque, un petit peu dans les énergies. Mais le côté postural, pour moi, le yoga, c'était juste postural d'ailleurs, puisque quand je l'ai découvert en Norvège dans une salle de sport, donc tu vois l'ambiance avec musique à fond. Enfin bon, Il n'y avait voilà. peut-être pas tout le domaine spirituel que tu as maintenant. Eh non, pas du tout. Et du coup, donc j'ai fait une formation parce que j'étais au chômage à ce moment-là et je me suis dit, j'ai besoin de me centrer sur moi. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais. Et pendant cette formation, j'ai rencontré une nana qui habitait à Toulouse. Et en sortant de la formation, j'étais tellement perdue, c'était tellement une claque. Je me suis séparée de mon fiancé de l'époque. Je suis retournée dans ma ville natale, mais je ne savais plus rien. J'étais chez mes parents, j'étais juste paumée. Et elle m'a dit, viens à Toulouse, on habitera ensemble et on fera on continuera à vivre en fait l'expérience yoga ensemble. Donc j'ai trouvé un boulot à Toulouse, ça s'est fait comme ça, fluidement comme on aime. Et donc j'ai débarqué à Toulouse et en fait on devait vivre en coloc. Et la veille de commencer mon nouveau job, elle m'a dit, non, en fait la coloc, je le sens plus. Donc j'ai un souvenir ému d'être au bord de la Garonne, perdue, seule dans cette ville où je connaissais personne. Et finalement, la vie m'a. Donc, j'ai fait une recherche sur Facebook, qui je connais à Toulouse, et il y avait une copine de lycée que je n'avais pas revue depuis le lycée. Et donc, je me suis remise en contact avec elle. Ça a été un peu ma béquille pour les premiers jours. Et après, j'ai été accueillie dans une super équipe à Toulouse, à l'université. C'était un peu en lien avec la com quand même, mais pas complètement. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Toulouse, dans la ville rose. Ok, super. Ouais, je savais pas tout ça, c'est bien. À chaque fois, j'interviewe des gens que je connais un peu, mais je me rends compte que je les connais pas tant que ça. Ok, et donc tu as continué à travailler là-dedans. Je sais plus, tu as travaillé combien de temps à Toulouse? J'ai pas travaillé très longtemps à Toulouse, j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans maxi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de mon entretien pour ce job, j'avais marqué dans la case hobby que je faisais du yoga et que je venais d'être diplômée. Et ma future chef m'a dit, oh tiens, vous faites du yoga, c'est intéressant, est-ce que ça vous dirait de donner des cours aux collègues? Alors moi j'ai dit, non, moi je suis prof de yoga, mais pas du tout, en fait c'était juste, j'ai fait ça pour moi. Et puis, comme j'ai eu le poste et qu'ils m'en ont reparlé, j'ai commencé à donner des cours à mes collègues entre midi et 2.
Et puis, de fil en aiguille, fluidement comme on aime bien, je me suis retrouvée à avoir 2-3 cours par semaine. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça me plaît drôlement, sauf que quand on a un job à côté, on a rapidement un plafond de verre, en fait. Tu ne peux pas développer à fond parce que tu as du temps et de l'énergie qui est donnée dans ton job classique, on va dire. Ouais. Et puis, mon job me plaisait, mais il y avait cette sensation que j'étais pas à ma place. Pourtant, tout était parfait. Hein. Tout était parfait. Je m'entendais bien avec l'équipe. Le boulot me plaisait. J'avais du temps pour faire ce que j'aimais. Voilà, tout était parfait. Mais, tu peux pas expliquer le mais, tu vois. Ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent le mais. Ouais, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup le déclic de te dire bon, je vais quitter mon travail et puis je vais me lancer vraiment dedans? L'histoire va être... En fait, j'avais un chef dans ce boulot qui était pas super. Et il y a eu plein d'injustices en fait au boulot. Et un jour, on avait fait un genre de petit comité en voulant dire au chef, écoutez, c'est plus possible, vous nous prenez trop pour des jambons, c'est plus possible, voilà. Et il nous a dit, de toute façon, vous avez des conditions en or, vous n'oserez jamais partir. Et moi, c'était la phrase la pièce en dire. Ah ouais, je suis sortie en me disant, non mais toi petit chef pourri, je vais me casser juste pour te faire chier. Bon, alors dans les faits, ça s'est pas passé exactement comme ça. J'ai eu 1 an de j'y vais pas, mais de flip total parce que j'étais salariée. J'étais pas un CDI, mais j'avais la possibilité de passer un concours pour devenir fonctionnaire. Donc autant dire the plan que voilà, dans un boulot qui me plaisait avec une super équipe. Enfin, tu vois. Surtout que moi, je viens d'une famille où c'est quand même bien d'avoir une stabilité professionnelle. Donc bon. Et donc 1 an de j'y vais pas. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, j'ai passé un pacte avec ce chef à son insu. Je pars. Je pars et puis je tente. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'enfant. À l'époque, j'en avais pas. J'ai pas d'emprunt sur le dos. C'est maintenant ou jamais, en fait. À un moment donné, il faut suivre le truc. Et puis, il n'y a pas de plantade possible. L'échec, il n'existe pas. Je m'étais donné 3 ans. J'avais vu sur Internet qu'une entreprise, c'était 3 ans à peu près pour se stabiliser ou pas. Je me suis dit, OK, je mets quelques économies, je tente 3 ans. Et puis, si dans 3 ans, ça ne marche pas, je retrouverai du boulot. Voilà. Okay. Oui, de toute façon, au pire, même si c'est échoué, entre guillemets, tu avais toujours un diplôme en poche et il y avait toujours moyen de faire marche arrière, à regret, mais de faire marche arrière. C'était pas la quête. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'es... Donc là, tu es à Niort, tu es à Toulouse, que tu as fait le changement entre-temps? Il y a eu plusieurs facteurs, on va dire. J'aimais beaucoup être à Toulouse, mais c'est vrai que j'aspirais à une vie un peu plus campagnarde, dans le sens j'avais envie d'avoir une maison, d'avoir un jardin. Et à Toulouse, soit on est très riche et on peut vivre en ville avec ça, soit on est moins riche et il faut tout de suite aller beaucoup plus loin en banlieue, enfin tu sais ça. Et du coup, je me disais, oui, mais être plus loin en banlieue, ça veut dire acheter une voiture, ça veut dire des bouchons, enfin bon, il y avait plein de choses. Et puis, comme j'avais beaucoup voyagé, en fait, j'ai jamais eu beaucoup de réseau dans un endroit défini parce qu'en fait, j'ai passé 2 ans ici, 6 mois là, 3 ans là, enfin bon. Et j'ai eu envie de retourner dans ma ville natale, qui est Niort, après l'avoir quittée suite au bac, en me disant c'est tout pourri comme ville, j'y remettrai jamais les pieds. Et puis en fait, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et j'ai eu ce besoin de revenir aux sources. Et d'un point de vue personnel aussi, ça faisait sens de quitter Toulouse à ce moment-là, j'avais besoin de prendre l'air. Et puis c'est à Niort que je suis là maintenant et j'y suis bien, voilà. Parce qu'il pas que j'aime bien voyager et bouger encore, hein, mais j'ai trouvé le bon équilibre pour mon mode de vie actuel. En tout cas, rien n'est définitif. Hein, voilà. Ok. Et alors du coup, dans cette ville, donc New York était ta ville natale, mais qui n'était pas la ville où tu avais construit un grand réseau et tout ça, comment tu as fait pour développer une clientèle en cours de yoga et comment tu as fait pour t'implanter? J'avais 2 atouts, si on peut dire. Le premier, c'est que j'ai des parents qui sont à Niort depuis des lustres et qui sont très bavards et qui sont très ancrés dans l'activité de la ville, quoi, la culture, le machin. Donc, du coup, ils ont un réseau important. Et donc, au départ, c'est beaucoup des gens dont mes parents
voilà, enfin, mes parents leur ont parlé en tout cas, et puis voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait quelques cours de découverte en fait au début. Et puis, l'avantage de Niort, c'est que c'est une moyenne ville. Il y a 60 000 habitants à peu près, mais c'est une ville très, très axée sur le bouche à oreille. C'est-à-dire que tu peux être très bon et que tout le monde le sache vite, ou tu peux être très nul et que tout le monde le sache vite aussi. Donc, c'est à double tranchant. Et le fait que mes parents aient un bon réseau, c'était une grande chance au départ, sauf que c'est pareil, c'était à double tranchant parce que si je me foirais sur mes fameuses séances découvertes, potentiellement, j'avais une réputation vite faite aussi. Enfin, c'est plus difficile de retourner le truc, quoi. C'est un avantage et un inconvénient, on va dire. Du coup, tu as commencé tes premiers cours avec un peu la pression sur les épaules. Oui, surtout que mes parents, comme tous parents du monde, m'avaient survendu totalement, du genre ma fille est extraordinaire, enfin tu vois ce que disent les parents, quoi. Et du coup, j'avais envie de dire, oh là, doucement, moi j'ai juste donné quelques cours comme ça, en marge de mon job à Toulouse, je ne suis pas encore très expérimentée. Bon, j'avais un peu la frousse, quoi, clairement, j'avais la frousse. Mais bon, ça s'est passé et ça s'est même super bien passé au final. Ok. Et tu as commencé où? Dans une salle? Tu as fait comment pour, au niveau des moyens à ce niveau-là? Alors, j'ai commencé dans une salle, oui, d'une entreprise en fait. Après leur travail, ils ont une petite salle qu'ils mettent à disposition, donc j'ai loué cette salle. Et puis après, fluidement comme d'habitude, comme on aime bien, ça revient souvent dans l'histoire. J'ai été contactée du genre par des entreprises parce que leur prof s'était fait mal à l'épaule et donc ils avaient besoin d'un remplacement. Et une autre entreprise, leur prof de pilates était parti et du coup ils voulaient bien éventuellement en venir au yoga. Ils avaient entendu dire que je me lançais et que du coup j'avais des créneaux. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ok, oh, super, fluidement comme on aime bien. C'est ça. Et tu t'es diversifiée, non? Dans le yoga, tu proposes quoi vraiment comme cours? À quel public? Alors, de ce que j'avais appris de ma vie professionnelle précédente, c'est que j'ai besoin d'être stimulée, je m'ennuie vite dans la routine. Et de ce que j'ai vu de mes collègues de yoga, ils sont beaucoup sur un public, on va dire, classique, comme toi et moi. Donc, j'avais pas trop envie de marcher sur leur plate-bande. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, d'aller vers des publics différents. Déjà pour me lancer, me diversifier au départ, et puis aussi parce que j'ai besoin d'être toujours dans l'apprentissage. Donc, au début, j'ai fait une formation surtout axée sur le yoga adapté, donc pour des personnes à mobilité réduite. Alors, mobilité réduite, ça va de seniors, mais ça peut être aussi des personnes avec une maladie chronique, type sclérose en plaques, par exemple, personnes à trauma crânien, donc cérébro-lésés, voilà pour le mot sérieux, cérébro-lésés. Voilà, donc j'ai axé un petit peu là-dessus. Rapidement, j'ai été mise en contact avec une kinésithérapeute qui m'a loué une de ses salles, et puis elle, avec son réseau, j'ai eu quelques personnes qui sont venues, et puis la vie a fait qu'après j'ai eu l'occasion de travailler auprès des enfants, donc école primaire. Là je travaille actuellement en crèche notamment, et c'est extra, j'adore la crèche. J'ai aussi un contrat avec une résidence senior, donc des personnes seniors. J'ai eu l'occasion de travailler avec des ados, enfin bon bref, le panel super large. Et puis aussi quand même un public un peu normal, enfin normal, j'aime pas le mot, mais voilà, des lambda. gens lambda qu'on s'attend à voir dans un cours de yoga. J'ai quelques cours classiques, on va dire comme ça, mais vraiment très peu, parce que j'ai plein de super collègues qui font du bon boulot avec ces gens-là. Donc voilà. Ok, super. Et alors, quelles ont été, je suppose que quand tu t'es lancée, tu as eu des craintes, tu as eu des difficultés. Quelles ont été tes craintes et des difficultés? Et comment tu y as fait face? Comment tu as réussi à rebondir? Les craintes, comme pour beaucoup de gens, j'étais dans un poste salarié, j'avais une stabilité financière, même si je n'avais pas un salaire mirobolant, j'étais quand même dans une stabilité financière avec une visibilité sur le long terme, donc un cadre très rassurant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai cherché à faire dès le début, en fait, à retrouver un rythme très rapidement, caler des cours, avoir un rythme soutenu, comme au travail, en fait, pour me rassurer. Et là, c'est rigolo, parce que là, ça va faire 4 ans maintenant.
que j'exerce. Et justement, là, je suis dans une démarche inverse de déconstruction, en fait. Je lâche des cours chaque année, j'en lâche, j'épure pour avoir plus de place pour les projets spontanés qui peuvent naître. Donc, c'est rigolo, en fait, comme ça s'est fait. Machine arrière. Machine arrière, exactement. Donc, bien sûr, j'ai eu super peur que ça marche pas, d'être à la rue, quoi, en quelque sorte. Bon. Même si le fait de revenir dans ma ville natale, je savais qu'il y aurait des parents pour me soutenir, c'était aussi un peu le jeu, sans doute. Mais justement, ils ne m'ont pas beaucoup soutenue au départ. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça, puisque j'étais bien dans mon travail, j'étais bien implantée à Toulouse, j'avais ma vie là-bas. Pourquoi ce truc de hippie? Pourquoi cette envie de changer de vie? Enfin, ils m'ont rien dit, mais je l'ai vu. et un peu plus tard, j'ai une tante qui m'a dit tu sais, t'as quand même drôlement fait peur à tes parents. Alors, je sais pas dans quelle mesure elle a dit ça exactement. Elle a pas gagné sa vie. Oui, puis bon, en même temps, depuis mon plus jeune âge, je suis dans une recherche spirituelle, et donc assez rapidement, j'ai voulu aller à la rencontre des religions, en tout cas au départ. Donc j'ai voulu être baptisée, alors je ne suis pas baptisée. Après, une copine d'école m'a parlé des témoins de Jéhovah, j'ai voulu aller voir de ce côté. Après, j'ai voulu aller voir du côté du bouddhisme tibétain. Et mes parents, à chaque fois, c'était en mode non, c'est des sectes, ne pas y aller, etc. Alors voilà, ils voulaient me protéger, évidemment, mais à un moment donné, l'appel était là, et pour le bouddhisme tibétain, j'ai quand même fini par leur piquer la voiture et à partir quand même dans un centre de pratique. J'avais le permis pour vivre mon truc, quoi. Mais c'est vrai que pour eux, il y a toujours eu un décalage entre mes aspirations qu'ils ne comprenaient pas forcément et puis leur réalité à eux, ça c'est sûr. Et du coup, je suppose quand ils ont vu que tu t'en sortais bien, ça les a rassurés maintenant? Oui, ça les rassure, mais ils ne comprennent pas ma déconstruction actuelle. Ils sont mais pourquoi tu ne fais pas plus de cours? Pourquoi tu ne travailles pas plus? Pourquoi tu ne prends pas plus de contrats? Donc souvent, ils essaient de me... Comme c'est Niort et que c'est une petite ville, oui, dans telle entreprise, ils cherchent un prof, tu devrais leur écrire. Oui, je veux dire que machin. Et moi, je suis en mode, non, enfin... non, là, j'en suis pas là-dedans. Je suis dans une autre énergie maintenant. Mais ça, ils ont du mal à le comprendre, en fait. Ouais, c'est pas vraiment la même génération. Et puis, s'ils sont pas de ça, ils sont pas dans ça, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que à certains moments, tu as eu des difficultés liées au métier lui-même et des challenges? Plutôt, ma question, c'est, disons que des personnes qui voudraient faire la même chose que toi, se lancer dans le yoga ou alors dans d'autres pratiques un peu similaires, de quoi tu aimerais les prévenir éventuellement et qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller pour faciliter un peu la démarche? Je crois que la première chose, ce serait de leur dire attention, devenir prof de yoga à son compte ou devenir autre chose en fait, mais à son compte, c'est aussi embrasser la carrière d'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est devenir comptable, commerçant, communicant, gérer des mails, gérer des clients contents, gérer des clients pas contents, être femme de ménage quand il faut nettoyer une salle, être gestionnaire, anticiper parfois 6 mois en avance pour mettre en place des projets sur le long terme. Enfin, en fait, moi, je m'attendais un peu naïvement à juste faire du yoga et en fait, je suis à temps partiel prof de yoga. Le reste du temps, je suis juste chef d'entreprise, quoi, en quelque sorte. Juriste, comptable, enfin tous ces trucs. Et ça, j'avais pas forcément pensé. Et puis l'autre chose aussi, c'est que malgré tout, en tant que salarié, on se rend pas compte que y a un salaire qui tombe tous les mois, qu'on travaille bien ou qu'on travaille pas, il y a un salaire, quoi. Et il y a cette image que je retrouve beaucoup autour de moi de dire oui, mais quand tu es à ton compte, c'est la liberté totale. Dans un sens, oui. Mais en même temps, si tu veux avoir un salaire à la fin du mois qui soit décent, sachant qu'il y a des charges, il y a tout un tas de trucs, la liberté, c'est qu'il faut travailler quand même, en fait. Il faut trouver des contrats ou des prestations où il faut intervenir, il faut avoir des élèves, des clients, enfin, peu importe le type de travail qu'on fait. Donc, il y a une liberté, oui, mais il y a aussi la réalité de l'argent.
Et là où je trouve que j'ai été super chanceuse, c'est que je venais d'un job, comme j'ai dit, où j'avais pas un salaire de ouf, hein, j'étais au SMIC. Donc en fait, j'avais pas un niveau de vie ou des habitudes de consommation énormes, en fait. Surtout à Toulouse, avoir un SMIC à Toulouse, tu vis pas super grassement, on va dire, alors qu'un SMIC à Niort, c'est déjà peut-être un peu mieux, mais... et c'est vrai que pour des gens qui ont une habitude de salaire de 2000 euros, 2500 ou plus, se mettre à son compte, wow, ben, la marche, elle est dure. Ça vaut le coup, ça vaut toujours le coup, bien sûr, de tenter, mais voilà, j'ai envie de leur dire, faites gaffe quand même, il y a ce rêve absolu de la liberté, de plus avoir de chef, ouais, c'est vrai, c'est super, à plein des égards, mais on a plus aussi de super collègues, hein, on se retrouve parfois un petit peu seul. Et puis, ben, y a aussi des à côté qui sont pas toujours roses. Même si globalement, je ne regrette rien, je tiens à le dire. Et je crois qu'il faut y réfléchir et anticiper quand même un peu là-dessus. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah oui, ça c'est vrai, hein, je pense que c'est toute personne qui veut se monter à son compte, surtout dans des voies pas trop un peu parallèles, c'est-à-dire pas psychologue, médecin ou choses comme ça, ou je dirais pas que c'est... Si, c'est quand même un peu plus simple, c'est-à-dire que quand tu es professeur de yoga, au moins, qui fait plus thérapeute, il y a un côté vraiment communication, démarchage, et c'est vraiment au quotidien qu'on a peut-être moins quand on est médecin, on met sa plaque, on est référencé, et un côté où ça vient... j'ai jamais vu un médecin faire de la communication pour son cabinet, quoi, par exemple. Voilà, on n'est pas sur la même chose, mais il y a vraiment toute cette démarche-là où son salaire, il faut aller se chercher, vraiment, quoi. Et ça, je te rejoins vraiment là-dessus, mais bon, on y arrive, quoi. On y arrive. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, de te mettre à ton compte dans cette activité que tu avais envie de mener? Ce que ça m'a apporté, c'est la sensation incroyable d'être à ma place. Mais c'est pas acquis non plus, c'est-à-dire que je suis constamment en train de me réaligner. Encore une fois, j'expliquais la déconstruction. En fait, à chaque rentrée quasiment, à chaque nouveau cycle, parce qu'en tant que prof de yoga, je raisonne beaucoup en termes d'année scolaire, en fait, septembre à juin. À chaque nouveau cycle, je remets en question de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que je confie à des collègues, donc qu'est-ce que je lâche en fait. Donc il y a un espèce de travail intérieur très profond, d'alignement, aussi travailler sur la notion de légitimité, la notion d'argent. J'ai beaucoup cheminé là-dessus en 4 ans. Et ce que je trouve formidable, c'est que, en fait, moi, je vis yoga, c'est-à-dire que ce que je fais sur mon temps libre, c'est quasiment tout le temps en lien avec le yoga. J'écoute quasiment que de la musique indienne ou type mantra. Bon, des fois, je me déhanche sur les démons de minuit aussi, bien sûr, mais ou sur le souk et tout ça. mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'harmonie autour du yoga dans ma vie. On va dire, je fais des lectures autour de ça. Pendant mes vacances, je vais dans des centres de pratique, je me forme quasiment tout le temps. Mes week-ends sont aussi pas mal en lien avec ça. Enfin, le yoga, au sens large, la spiritualité, en fait, c'est ma vie depuis très longtemps. Et du coup, maintenant, eh bien, je le fais pour moi, mais en plus, tout ce que j'apprends, je le réintègre, je le réinjecte, je l'infuse directement dans mes cours, dans mes accompagnements. Donc, en fait, c'est juste génial, tu vois, parce qu'il n'y a pas de temps mort. Chaque lecture, chaque vidéo que je regarde sur YouTube avec des personnes comme toi, que je suis ou autre, et bien hop, direct, je le réinjecte dans les cours. Et juste, du coup, ça m'enrichit. Et je sais que directement, ça enrichit aussi la personne en face de moi. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place dans ce que je fais et d'apporter ma pierre au monde. Voilà. Ok, super. Wow, génial. Et du coup, alors le yoga, c'est quoi pour toi? Quelle est ta philosophie? Quelle est la couleur de l'infusion que tu mets dans la pratique du yoga? Tu peux reposer ta question et tu pourras... C'est-à-dire que le yoga, donc on le voit comme une discipline plus corporelle. Et d'ailleurs, au tout début, tu l'avais plutôt appréhendé comme ça. Et donc, au fur et à mesure, il y a toute une spiritualité qui s'est mise autour. Et donc, je voulais savoir quelle est, toi, ton approche du yoga? Comment tu vois cette pratique? Moi, je la verrais sûrement pas de la même manière que toi ou que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un peu comme la spiritualité. Alors, le yoga et la spiritualité, c'est assez lié. C'est quelque chose de personnel et presque intime finalement. Comment toi tu vis yoga en fait finalement?
Alors c'est vrai qu'en Occident, on a vraiment cette image du yoga fitness, en fait, postural, petit legging ajusté, tout ça. Et c'est bien, enfin pourquoi pas. Mais en fait, le yoga à la base, c'est vraiment un art de vivre, si on peut dire, et c'est un chemin de la transformation, de passer du petit moi, la petite Tiffaine qui vit ses expériences, qui a peur, qui se contracte, qui se trouve isolée du monde dans son petit microcosme, et puis se trouver finalement relié à plus grand que soi, en connexion avec plus grand. Alors plus grand, chacun mettra le mot qu'il veut, bien sûr. Ça peut être le cosmos, ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être qui vous voulez. Et du coup, comment moi je vis yoga, ou comment je le ressens? Eh bien, pour moi, le chemin du yoga, c'est apprendre à me connaître, à me reconnaître et à m'aimer. C'est beau, ça. Ouais. Bon, et en fait, c'est vraiment un chemin d'écoute, c'est-à-dire que je me lève le matin et je peux... mon premier kiff de la journée, c'est d'ouvrir les volets et de regarder le jardin, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, et de sentir, je sais pas, le vent dans les feuilles, de voir le temps qu'il fait, de m'extasier, de voir les fleurs ou les légumes, enfin, que sais-je. Et ça commence par ça. Et c'est aussi un moment d'écouter comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça. Enfin, c'est aussi l'écoute de soi. Et en fait, c'est pas juste ce qui se passe sur mon tapis, sur mes 2 mètres carrés de tapis, où je vais étirer le psoas, renforcer les abdos ou quoi que ce soit, même si ça aussi c'est intéressant, parce que du coup, on se connecte à ces sensations corporelles. Et c'est très bien, il faut ouvrir le corps, en fait. Il faut ouvrir le corps au départ avant d'accéder à la tête. Donc, c'est très, très bien. Mais en fait, maintenant, je pratique plus tellement pour moi le yoga postural. Posturalement, je fais de temps en temps des petits trucs, mais j'en ai plus vraiment le besoin. Par contre, aller marcher dans la nature me fait un bien absolument fou. Et chaque instant de vie peut être vécu hyper fort, sans que ça passe par un truc formel, on va dire. Et c'est d'ailleurs des sujets qui parfois me mettent un peu mal à l'aise quand je discute avec des collègues profs de yoga qui me demandent mais combien de temps tu pratiques par jour. Et en fait, je ne peux pas leur répondre parce que je ne me mets pas sur mon tapis en mode allez, 20 minutes, 2 heures, enfin j'en sais rien. Je ne m'astreins pas à ça en fait, mais ça peut être quand je suis avec mon fils des fois, donc il va avoir 1 an, et qu'on est en train de jouer et que j'ai envie de prendre mon téléphone parce que j'ai envie de regarder Instagram ou parce que j'ai envie de réfléchir à d'autres choses, et bien j'essaie de me recentrer dans l'ici et maintenant. Voilà, le yoga pour moi ce serait juste comment être dans son corps et dans sa vie pleinement présent et pas laisser s'échapper une miette, quoi, c'est tout. Et peu importe ce qu'on fait avec le corps et à quoi on ressemble, c'est comment on l'habite qui compte. Ok, oh, super. Ça marche. Je sais pas si c'était super clair, hein, parce que je n'ai pas trop préparé le truc. Non, c'est assez clair. Mais écoute, je te remercie. Moi, comme ça, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter dont on n'a pas parlé, donc j'ai pas pensé à te poser des questions, mais qui te semblent importantes par rapport à ton parcours, soit personnel ou alors par rapport à la pratique, ou quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui te paraît important? Je voudrais du coup peut-être m'adresser aux personnes qui voudraient être prof de yoga, par exemple, ou autre chose, mais je vais parler de ce que je connais en tout cas. C'est bien d'avoir une formation de base, c'est important, etc., bien sûr. Mais avant tout, c'est aussi un savoir-être. Et en ce moment, c'est très à la mode, les formations de prof de yoga, d'être prof de yoga. Il y en a tout un tas, il y en a vraiment plein. Et c'est bien parce qu'il y en a pour tous les goûts, etc. Mais ne pensez pas que vous êtes prof de yoga ou énergéticien ou que sais-je après une formation, en fait. Parce que c'est qui vous êtes qui va faire complètement toute la différence. C'est ce que vous allez amener, c'est comment vous vivez, ça va vraiment ressortir dans votre manière d'enseigner, et il n'y aura jamais 2 profs de yoga identiques, même s'ils ont fait la même formation, même s'ils ont le même corps, même s'ils ont la même histoire, ce qui déjà est fort improbable. Mais parce qu'en fait, on est tous pleinement différents, et en fait, si vous enseignez avec votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Moi, je sais que mes cours, ils changent tout le temps. Par exemple, en fin d'une séance de yoga, traditionnellement, on fait le Shavasana. C'est une période de relaxation profonde où on vient poser le corps, laisser les énergies qui ont été mises en mouvement par les postures et les respirations notamment, on les laisse se poser. Voilà.
Il y avait un mot pour ça, mais je ne le trouve plus. Enfin, c'est pas grave. Et du coup, dans ces moments-là, par exemple, quand je guide un shavasana, une relaxation profonde, j'ai jamais prévu mon texte, en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi qui enseigne. Et je pense qu'un énergéticien pourrait dire la même chose. Il y a le petit moi, comme je vous ai dit, l'entrepreneur qui fait sa compta, machin chouette. Et bien, à un moment donné, il y a le grand vous. Le grand vous qui intervient. C'est pas moi, la petite Tiffaine, qui enseigne, en fait. C'est quelqu'un d'autre, c'est la grande Tiffaine. Je dis ça humblement parce qu'en fait, on a tous un grand et un petit, hein, donc c'est pas un truc que j'ai de spécial. C'est juste que quand vous êtes bien dans vos baskets, que vous êtes alignés, eh bien, à un moment donné, ça vous traverse, quoi. Et c'est de ce fameux Shavasana, je prévois pas le texte, les mots viennent tout seuls. Je suis incapable de faire 2 fois le même truc. Ça vient tout seul. Et ça fait que la petite Tiffaine qui peut arriver à un cours de yoga en étant, je sais pas, stressée ou avec des émotions, parce que ouais, je suis prof de yoga, mais j'ai aussi mes galères, j'ai aussi mes merdes au quotidien, enfin, faut pas croire. Hein. Et bien, cette Tiffaine-là, à partir du moment où je rentre dans ma peau de prof, elle est out et je suis totalement présente à ce qui est, présente à l'énergie du moment. Et je ne suis que ça. Et je retrouve mes problèmes en sortant, bien sûr, et avec un état d'esprit modifié. Mais c'est juste pour vous dire que, enfin, pour dire à ces gens, ça y est, je leur parle, vous devant votre écran, je vous parle, vous. En fait, vous dites pas que vous n'êtes pas capable, parce qu'on l'est tous. Ayez confiance en vous, mais écoutez-vous et arrêtez de chercher la quête au diplôme absolument dans tous les sens. C'est bien au début pour se sentir légitime, mais à un moment donné, sortez-vous les doigts du cul et alignez-vous et ça ira tout seul. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Moi, je suis assez fan de justement de faire un peu quand on guide des méditations guidées, on sait globalement dans quel but, mais de se laisser un peu infuser par l'énergie du moment. Et puis, je pense qu'il y a une espèce d'alchimie qui se crée entre soi et le groupe qu'on guide. Et finalement, l'énergie du groupe, pardon, c'est good, l'énergie du groupe va amener une intuition de comment les guider. Et voilà, je dis souvent ça, même en consultation, que c'est l'esprit guérisseur de la personne qui m'infuse comment aider la personne, quoi lui dire, quoi lui apporter. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que si aujourd'hui on me demandait de faire une séance de yoga très académique, je serais incapable de le faire en fait, parce que je suis incapable de faire précisément comme je les faisais en sortant de formation avec petit A, petit B, petit C. Je suis incapable de faire ça maintenant parce que ça, je prépare mes séances, je fais partie de ceux qui préparent les séances parce que souvent il y a un thème, il y a une direction dans laquelle je veux aller avec les élèves, mais souvent je ne fais pas tout ce qui est marqué sur la séance ou alors j'adapte selon ce qui est ressenti sur le moment. Et je serais incapable de faire un truc trop scolaire en fait. Et tant mieux parce que ce serait tellement triste de faire un truc scolaire. Ce serait tellement être déconnecté de l'instant et déconnecté des gens. Enfin, ce serait un gâchis immense. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, si tu pouvais résumer le yoga, la pratique, puis même la spiritualité qu'il y a derrière, pendant toutes ces années, si tu pouvais résumer en quelques phrases, savoir ce que les gens ont à gagner en se mettant à ça. Mais en tout cas, ils n'ont rien à perdre. Ce qu'ils ont à gagner, ou moi, ce que j'ai gagné en tout cas, c'est apprendre à mieux me connaître, le bon et le moins bon. Et souvent, le moins bon pique, ça fait mal, mais on va le voir et on apprend à l'aimer. Donc, globalement, je dirais que je m'aime mieux qu'avant. Et que je me sens à ma place, en fait. Je me sens à ma place dans ce que je fais. Attention quand même, parce qu'en fait, ma place, elle n'est jamais acquise. À chaque instant, j'essaie de me reconnecter à ce qui est important pour moi, et éventuellement à faire les changements qui s'imposent pour me réaligner, faire évoluer les choses dans le sens qui m'appelle. Donc, c'est rien de statique, en fait. C'est tout le temps en mouvement, tout est en permanence. Mais ce serait, oui, de se connaître mieux et de s'aimer mieux. Voilà. Donc, c'est pas forcément de mincir, de s'assouplir et tout ça. Enfin, oui, ça peut venir en chemin, mais en fait, c'est un truc tellement tout petit à côté de ce qu'on peut gagner en étant bien avec soi-même. Mais encore une fois, là aussi, c'est pas permanent. Hein. Il y a des moments où je flippe encore ma race, où je me sens nulle. Enfin voilà, je veux dire, faut pas non plus dire que tout est rose tous les jours. Mais c'est juste un outil
le yoga m'a donné des outils pour surfer les vagues de la vie, globalement, en étant un peu plus stable qu'auparavant. Ok, super. J'avais un truc qui m'était venu là, je sais plus ce que tu avais dit. Enfin bon, c'était pas très très important. Ouais. Je sais plus, bon, c'est pas grave. Alors du coup, je vais peut-être dire un truc pour ceux qui voudraient faire du yoga, pas forcément en tant que prof, mais qui voudraient faire du yoga et qui savent pas parce qu'ils sont pas souples ou parce qu'ils sont en surpoids ou parce qu'ils ont mal quelque part. Il y a pas mal ce truc de... Je sais qu'avec mon père, j'en avais parlé, il me dit « Ah, mais on n'est pas assez souple pour faire du yoga, je suis pas assez souple. » Et je disais « Mais le prof, il s'adapte. » C'est ça. On va pas te faire mettre la pied derrière la tête au premier cours, quoi. Oui, alors d'une part, ça c'est sûr. Et puis même si vous mettez jamais le pied derrière la tête, en fait, on s'en fout. Il y a une phrase qui est belle là-dessus, je trouve, ce qui dit le yoga, c'est pas le fait de toucher ses pieds, c'est ce qu'on apprend sur le chemin de la descente vers les pieds. Et je trouve ça très juste. En anglais aussi, on dit le yoga is for everybody and everybody. Donc c'est genre everybody, chaque corps, et everybody, tout le monde. Et je trouve ça très très chouette. En fait, évidemment qu'on n'est pas obligé d'être souple. Moi-même, j'ai jamais été d'une immense souplesse. Bien sûr, la pratique assidue du yoga m'a fait progresser, mais je serai jamais contorsionniste, jamais, parce que j'ai pas ce corps-là. Et est-ce que ça fait de moi une prof c'est discount pas forcément, en fait, parce qu'il y a autre chose que la posture, heureusement. Et à vous qui avez envie de faire du yoga, n'hésitez pas à tester plusieurs profs aussi, parce que il y a le style de yoga, il y en a plein, mais des fois on comprend rien, on voit pas trop quelles sont les différences. Le yoga, c'est la même voie. Après, chacun met un style. Est-ce que c'est tonique? Est-ce que c'est lent? Est-ce que bon, il y a forcément des petites différences, mais sincèrement, dans l'essence, on va dire, c'est exactement la même chose. Ce qui me semble important, par contre, c'est l'énergie du prof. Est-ce que vous avez un feeling avec ce prof? Est-ce que quand vous sortez d'un cours avec ce prof, vous vous sentez nourri, vous vous sentez mieux qu'en rentrant? Et si la réponse est oui, continuez. Et si la réponse est non, il faut en changer. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, mais ce serait pareil dans l'énergétique, enfin je pense que toi aussi tu pourras confirmer, on trouve de tout à la Samaritaine. Et dans le yoga aussi, il y a des gens exceptionnels qui font ça pour les bonnes raisons. Et il y a des gens qui sont là pour prendre le pouvoir, qui sont là pour se nourrir de l'énergie des autres, etc. Il y a de tout, quoi. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis et pas juste un effet d'annonce, pas juste un type qui a plein de followers ou je sais pas quoi. Soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à ça, c'est super important. Ok, super. Bon, ben c'est tout pour moi, Tiffaine. Je te remercie. Et du coup, je sais pas si tu veux, je voulais mettre en description de la vidéo tes contacts, éventuellement, s'il y a des gens sur Niort qui veulent suivre tes cours ou je sais pas, pour autre chose. Oui, mais je vais faire des petits trucs en ligne aussi maintenant avec le confinement, ça m'a donné des donc, oui, Tiffaine a commencé une chaîne YouTube, si tu veux en parler un petit peu. Oui, ça c'était juste pendant le confinement pour mes élèves, donc je vais continuer à faire des petites choses sur YouTube, je pense, mais là je prépare notamment en ce moment un programme de yoga et de méditation pour les enfants qui sera en ligne, et puis j'ai plein d'autres idées en ligne justement parce que j'ai des demandes un peu d'ailleurs que Niort, parce que Niort n'est pas le centre du monde, il y a d'autres endroits avec des gens qui ont aussi besoin d'être soutenus, d'être accompagnés, donc il y a des choses en cours de bijotage. Ok. Donc, affaire à suivre. Ça marche, on en saura plus tard du coup. Ok. Ouais. T'as des actualités sinon, stage ou autre? Oui, là, il y a le programme yoga et méditation pour enfants qui devrait sortir fin juin. Là, je suis à fond dessus. Et je vais faire un week-end de yoga, j'en fais un par an à peu près, là, le premier week-end d'octobre. Alors, c'est pas que yoga, c'est aussi pleine conscience, méditation, chant sacré, enfin, ça mêle plein de choses. C'est vraiment une expérience, ce sera la 4e ou 5e édition, je crois, dans le sud des Deux-Sèvres, du coup. Et puis, à chaque fois, c'est vraiment on n'est pas très nombreux, c'est un rendez-vous un peu magique, c'est transformateur autant pour moi que pour les participants, donc je me réjouis d'avance. Ok, c'est quand du coup? C'est le 3-4 octobre. Ah oui, d'accord, ok. Et il te reste de la place? Ouais. Ok, cool. De toute façon, je mets tout en contact, il y en a qui sont intéressés.
Oui. Ils contacteront directement. Super, ben, merci beaucoup Tiffaine. Et puis du coup, à bientôt pour tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé, ben, vous partagez, vous mettez un j'aime, un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter également si vous êtes professeur de yoga, si vous faites du yoga, c'est des choses qui vous parlent, ou si même vous voulez rajouter des choses qui n'a pas été dit ici, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, je vais mettre, comme je dis, le contact de Tiffany en description de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, il y a aussi mon site internet et tout ce qu'il faut en description pour, si vous êtes intéressé, pour aller regarder tout le reste. Je vous remercie et à très très bientôt. Merci Sophie.